Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, nous sommes le lundi 23 décembre, l'occasion pour nous et pendant cette heure de regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2019. J'ai donc demandé à 5 de mes débatteurs de venir nous raconter un petit peu ce qui les avait marqués cette année. Sophie de Menton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique, bonjour. Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch, le magazine Franc-Tireur. Bonjour. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour. Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Et Alexis Bachelet, ancien député PS, chef d'entreprise. Bonjour. Votre entreprise, c'est AB Consulting. Chacun, je vous ai demandé ce qui vous avait marqué cette année. Donc Virginie, on va avec vous, et puis vous allez tous débattre de ces sujets. Il y a eu le Grenelle des violences faites aux femmes, la prise de parole d'Adèle Haenel qui a également provoqué un certain nombre de réactions. Éric Verhaeghe, avec vous, ce sera de l'étranger, la victoire de Boris Johnson, mais qui peut nous permettre de parler un petit peu de ce qui se passe partout en Europe. Alexis Bachelet, Greta Thunberg, l'environnement. Sophie de Menton, la montée des violences, la banalisation de l'agressivité, et puis la liberté d'expression que vous avez le sentiment... Je sens diminuer. Et Nicolas Vidal, les Gilets jaunes, l'affrontement de la classe politique mondialisée et de la France périphérique. Peut-être commencer quand même avec la disparition de l'année, celle de Jacques Chirac. On en a beaucoup parlé et puis on a l'impression que vous faites tous la tête. C'est un événement. Non, On avait déjà oublié. Il est déjà oublié. L'actualité fait que maintenant tout passe très rapidement en fait. Et puis on a perdu beaucoup d'êtres chers pendant cette année. Oui, mais c'est vrai que Jacques Chirac, ça a été quand même un moment très fort, médiatique très fort. Et puis quand même, il y a beaucoup de gens dans les rues. C'était un peu comme Johnny l'année d'avant, quoi. Voilà, Johnny, Jacques Chirac. Voilà, chaque année, Virginie. Un petit peu dur, quoi. On peut s'étonner de la soudaine unanimité qui a entouré Jacques Chirac au moment de son décès, qui était certes... qui est survenue à l'issue d'une maladie assez longue, assez lente et probablement assez douloureuse pour lui et pour son entourage, et l'opposer à la désaffection, pour ne pas dire le désaveu dont il souffrait pendant son deuxième mandat, où tout le monde l'a accusé de n'avoir rien fait pendant les 5 ans qu'a duré son deuxième passage à l'Élysée. Donc on peut un tout petit peu... être surpris de cet engouement qui a entouré Jacques Chirac, mais qui était peut-être aussi lié à une période où les choses étaient moins dures, où la France était peut-être plus souriante, où on pouvait fumer, où on pouvait boire, où on voyait des films de sautet remplis de nuages de cigarettes. Enfin, c'était toute une époque qui a disparu avec lui. Lui-même d'ailleurs, c'est cette époque grand jouisseur. Et c'est peut-être plus vie. à cette période-là plus hédoniste que celle que nous vivons maintenant, que les gens ont dit au revoir qu'à Jacques Chirac lui-même. Peut-être. Oui. Puis je pense que son décès Nicolas aussi Vidal. s'est passé dans une crise sociale, entre deux grandes crises sociales, Gilets jaunes et celle-ci. Et je crois que ça a été un peu, on le disait, on est passé rapidement là-dessus parce que aujourd'hui les objectifs et la crise en France est tellement grande et profonde que je crois que le calendrier politique s'est beaucoup accéléré. Oui, Sophie. Moi, je crois que la France a pleuré sur elle-même. Elle a pleuré sur sa jeunesse, elle a pleuré sur une période disparue. Parce que si on réfléchit, Chirac a été traité de voleur, entre guillemets, ce qui est un bien grand mot, mais comme les hommes politiques aujourd'hui, il n'a pas fait mieux. Il n'a pas fait pire. Souvenons-nous quand même de propos qui aujourd'hui seraient intolérables, les odeurs dans les escaliers. Ça l'avait été à l'époque, ça avait fait beaucoup de, bruit à l'époque. C'était une époque facile. Ouais. Ça passait, on ne l'en voulait pas. Il n'était pas condamné à mort médiatiquement pour ça. Non, mais donc c'était une belle époque finalement, la France de Chirac. Mais je suis assez d'accord avec Virginie. Ce qui m'a frappé moi, c'était l'unanimité qu'il y a eu sur. Les gens n'osaient pas dire le contraire. Pas que parisienne. Pas que parisienne. Non. Les gens n'osaient absolument pas. Et on comprend dire le contraire. Mais quand on était entre soi, les critiques sur l'homme politique et la période politique qu'il avait dominé étaient très sévères. Oui, enfin, moi je me rappelle aussi de la mort de Mitterrand.
Et il y a eu aussi ce type d'unanimité, malgré qui était aussi un personnage qui a eu une très controversé, avec une très longue carrière, beaucoup de polémiques, surtout dans la fin de son deuxième quinquennat, qu'il a fini quand même dans des conditions un peu particulières, avec la maladie. Son deuxième septennat. Un petit peu crépusculaire. Oui, deuxième j'ai dit quintennat. Septennat. Ah pardon, septennat, autant pour moi. Oui, c'est vrai. C'était encore le septennat. Oui, il a fait 2 septennats, et d'ailleurs Chirac a toujours dit qu'il avait fait 2 ans son séjour à l'Élysée. Et rappelez-vous d'ailleurs que François Mitterrand. Rappelez-vous d'ailleurs du discours de Jacques Chirac au moment de la mort de François Mitterrand, qui était un discours très républicain, où il reconnaissait le rôle qu'avait joué François Mitterrand, qui avait aussi servi la France. Bon, c'était aussi une façon de rendre hommage au président de la République et à la fonction qu'il occupait, mais quand même, il y avait cette dimension de transcendance des clivages politiques et des polémiques et des combats, puisque Jacques Chirac et François Mitterrand se sont combattus, mais une fois que l'un est parti, l'autre lui rend hommage. Et donc, on a revécu un peu cette séquence. En tout cas, Emmanuel Macron a essayé de faire revivre cette séquence en copiant un petit peu Jacques Chirac, en faisant un discours pour transcender les clivages. Bon, je ne sais pas s'il a réussi dans l'exercice, mais à l'époque, je trouve que Jacques Chirac avait su trouver les mots pour traduire une émotion, une reconnaissance. Et c'était un peu, pour terminer, la période de l'insouciance populaire et politique, à mon sens, avec des clivages qui sont beaucoup plus portés aujourd'hui, depuis Sarkozy. Et... Un mot, Éric Vérac, non. Non, mais je pense que beaucoup de gens étaient tristes, mais je n'ai pas senti qu'il y avait une douleur absolue dans le pays. Ça n'a probablement pas atteint ce qu'on a pu connaître avec De Johnny. Gaulle, par exemple. Avec Johnny. Non. Avec Johnny. Alors, Nicolas, on va commencer avec vous. Donc, les Gilets jaunes, alors même si le mouvement est apparu en novembre 2018, c'est vrai que tout au long de l'année 2019, les Gilets jaunes ont été présents dans cette actualité, avec cet affrontement entre ce peuple et une France, la France périphérique. C'est pour moi effectivement la naissance du cauchemar des élites néolibérales. Voilà, les Gilets jaunes ont marqué un point de rupture énorme avec la politique qui a été menée depuis 30 ans, effectivement. Et je crois qu'il n'y aurait, et je le dis assez régulièrement, je crois qu'il n'y aurait pas eu ces grèves actuelles s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes. Parce que pour moi, ils ont été émancipateurs d'une conscience collective, de la reprise en main de destin national. Et ils ont mis au goût du jour, effectivement, cette précarisation, cette paupérisation face à un gouvernement, ce que j'appelle moi une oligarchie, qui a vraiment gouverné depuis quelque temps contre le peuple, contre les intérêts du peuple. Et on le voit de plus en plus. D'ailleurs, on a vu que la crise sociale est montée et qu'elle devient de plus en plus compliquée. Mais avec un mouvement qui s'est délité, qui est un non-mouvement au fil du temps. Pour moi, ce n'était que la première vaguelette de ce mouvement-là social et populaire. Donc, effectivement, il n'était pas organisé, mais c'était le but aussi de ce mouvement. Mais je crois qu'il faut le voir en termes de symbole. Il était cette volonté d'excommunication totale de la classe politique, d'une partie de la classe médiatique, il faut le dire, et d'une partie de la classe, même voire des syndicats. Voilà. Et ça, c'est quand même extrêmement fort sur ce qui va advenir dans les prochaines semaines. Et je crois que c'est assez notable. Et pour moi, c'est un mouvement historique qui a remis un peu, je vais dire, l'église au centre du village. Encore faut-il savoir si elle va rester, si elle va aller jusqu'au bout du clocher. Voilà. Attention au symbole. J'ai une question pour Nicolas. Parce que, Nicolas, tu parles de néolibéraux, d'élite néolibérale, mais... Qui sont les archéolibéraux? Alors moi je vais parler déjà parce qu'on dit pas néolibéraux mais par opposition aux archéolibéraux. Bon, on va parler, alors je vais changer. Ça c'est vraiment un débat de spécialistes pour un 23 décembre, c'est très audacieux. De globalisation. Très audacieux. Oui, je vais parler débat. de globalisation, libéralisme à papa. Je vais parler des GOPÉ par exemple, tous ces traités et toutes ces choses effectivement qui aujourd'hui, tu ne peux pas nier qu'elles indiquent la politique française sur les carcans, j'appelle ça un carcan et non pas un calendrier ni un planning. C'est parce que, pour reprendre... Moi, je pense que tu vises Emmanuel Macron, qui était la cible des Gilets jaunes, mais Macron n'est pas un libéral, ni néo, ni archéo. Enfin, en tout cas, il se sert de l'État pour faire passer la France Virginie, sur les Gilets jaunes. Je ferai deux toutes petites observations. La première, me semble-t-il, c'est que justement parce qu'il n'était ni cornaqué ou encadré par les partis politiques, ni cornaqué par les syndicats, qu'il a toute sa singularité et toute sa signification. Et je trouve que depuis les Gilets jaunes, il y a quelque chose dans notre pays qui a changé dans le rapport à la violence. C'est-à-dire que beaucoup de Français pensent aujourd'hui que seule la violence peut faire plier le pouvoir, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant. Et on voit bien la radicalisation. Ce qui a peut-être aussi été la conséquence ont été les grèves de décembre, les grèves
on n'a pas vu de grève aussi importante et de mouvements. Oui, il y a eu des manifestations au moment de la loi El Khomri. Il y a quand même eu des manifestations. Notre pays est assez propice à la manifestation, mais je trouve que c'est ancré dans l'opinion publique l'idée qu'il faut aller très loin, mais qu'on peut aller très loin si on veut vraiment obtenir un résultat. Et que Macron s'étant montré faible l'année dernière à Noël, jaunes, enfin faible, je parle de ce que pense une partie des Français. Il peut se montrer de nouveau faible si les luttes sont extrêmement déterminées et violentes. Oui. Je crois que Macron ne cédera pas, parce que là, il a déjà affronté pas mal de choses. Je crois que là, il est dans une position où il se dit qu'il ne cédera pas. Par rapport aux Gilets jaunes, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était une révolte fiscale. Je veux dire que la France en avait ras-le-bol de la fiscalité, du poids de l'État, des dépenses qui étaient injustifiées. Et d'où le soutien à 95% des Français au début. On en avait marre, on a augmenté l'essence, le petit déclencheur, etc. Et donc, il y a eu quelque chose de très sympathique. Et c'est dommage d'ailleurs que ça n'ait pas très bien tourné, etc. Et que ça tourne mal en ce moment. Parce que je pense que c'était le peuple français tout entier qui faisait comprendre qu'il ne voulait plus de ces impôts excessifs, d'un service public qui n'était pas à la hauteur des prélèvements. Et il y avait quelque chose de nouveau. Mais on a un peu oublié, c'était contre la fiscalité, cette révolte. Oui, mais il y avait la reprise en main, je me permets, Sophie, il y avait la reprise en main quand même de la démocratie. On ne peut pas s'exonérer de ça. Il y avait une volonté à un moment donné. Je ne vais pas rappeler une nouvelle fois le traité de 2005 de Lisbonne, le traité constitutionnel. Depuis, il y a une énorme cicatrice qui s'est faite dans le peuple de France où il a l'impression qu'on ne prend plus en compte, et je crois qu'il a la bonne impression, on ne prend plus en compte l'enjeu démocratique, et ces politiques-là se font totalement à l'abri des peuples. Donc, il est normal qu'à un moment donné, s'il y a eu la fraternité, et ça a été la fraternité sur les ronds-points notamment, mais ça a été, vous avez raison, ça a été le déclencheur. Mais il y avait beaucoup plus que ça. C'était une émergence incroyable démocratique. Oui, mais le ras-le-bol fiscal, d'accord. Il y avait le sentiment d'ailleurs qu'ils n'ont cessé de répéter tout au long des 6 mois, presque 8 mois de samedi, qu'ils avaient été trahis par la gauche et par la droite, qui en 40 ans de pouvoir successif, parce que l'alternance s'est toujours fait entre la gauche et la droite, n'avaient pas tenu leurs promesses, quelles qu'elles soient. Depuis 92 Maastricht, hein. Oh, mais depuis bien plus longtemps que ça. Mais là, ça a marqué d'une pierre. Et que dans le fond, c'était eux les victimes de cette lâcheté, de cette manque de courage dont ils ont accusé les responsables politiques. Et cette défiance-là, on la sent encore très fort aujourd'hui. Ah oui. Allez, on se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. On passe en revue l'année 2019. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on passe l'année 2019 en revue. En tout cas, ce qui a marqué les débatteurs qui sont là aujourd'hui, Alexis Bachelet, Éric Vérac, Virginie Leguet, Nicolas Vidal et Sophie de Menton. Alexis Bachelet, vous voulez dire un mot sur les Gilets jaunes ? Oui, pour dire d'abord que ça a été le premier coup d'arrêt du quinquennat d'Emmanuel Macron qui semblait se dérouler sans accroc, avec une majorité pléthorique à l'Assemblée, tous les pouvoirs, les réformes qui s'enchaînaient, et puis d'un seul coup, paf, la crise des Gilets jaunes a démarré et une autre histoire, le quinquennat a dérivé vers une autre histoire, quoi. Voilà. Et cette histoire, elle n'a pas été écrite par les Gilets jaunes ensuite, parce que malheureusement, je pense que il y a eu 2 moments des Gilets jaunes. Il y a eu les premières semaines, les premiers mois, c'est ce que j'appelle les Gilets jaunes des ronds-points, qui manifestaient partout en France. Et puis, au bout de quelques mois, c'est devenu les Gilets jaunes parisiens, Champs-Élysées, avec des groupes qui appelaient à manifester à Paris pour souvent casser, créer un certain désordre. Et là, effectivement, le mouvement ensuite s'est délité. Et d'ailleurs, les ronds-points ont été abandonnés. Et il ne restait plus les ronds-points ou expulsés. Ils ont été expulsés manu militari par les forces de l'ordre. Absolument, mais ils ont été expulsés aussi sur la base de ce qui se passait à Paris, où progressivement le pouvoir a décidé de donner aussi une inflexion autoritaire et sécuritaire. Et effectivement, le mouvement des Gilets jaunes s'est délité sous ce double phénomène. Oui, mais la politique n'est plus l'art de conduire le troupeau depuis le début des Gilets jaunes. Allez, on va passer à un autre sujet, peut-être Éric Vérac. On va parler un peu d'étrangers, la victoire de Boris Johnson. Qui n'est pas très différent des Gilets jaunes. Alors c'est marrant parce que Boris Johnson, tous les commentateurs français se moquaient un petit peu comme pour Donald Trump en disant qu'il ne serait jamais élu, qu'il était ridicule. Boris Johnson, je pense que la droite française devrait méditer longuement la question Boris Johnson, puisque c'est vrai d'abord que les élites parisiennes, de droite comme de gauche, l'ont vraiment conspué, tourné en ridicule, l'ont moqué. Le gars, en plus, a joué avec une certaine bonhomie son rôle
de bouffon du roi, de trublion. Et en réalité, il a remporté une victoire totalement écrasante et probablement inhabituelle aux élections législatives. Et d'une certaine façon... Il a affirmé une volonté populaire. Pour refranciser le débat, je dirais qu'il a réussi en Grande-Bretagne, puisque Boris Johnson fait par ailleurs partie du cœur des élites grande-bretonnes. Il est parvenu à faire croire qu'il n'en était pas, ou en tout cas à se détacher d'elle. Il est parvenu à faire ce que Laurent Wauquiez a essayé de faire en France et n'a pas réussi, probablement parce que Laurent Wauquiez n'a pas osé couper les ponts, brûler les vaisseaux, comme on disait quand j'étais petit dans les études humanistes. Il n'a pas osé couper les ponts avec les élites parisiennes. Il a voulu continuer à être bien vu des beaux quartiers. Je vais taquiner Sophie de Menton. Il a voulu rester bien vu du 7e arrondissement à Paris. Et donc, il n'est pas allé au bout de sa démarche. Et que c'est probablement ce qui lui a nui, parce que Boris Johnson, lui, a accepté de passer pour le bouffon des beaux quartiers londoniens. Et ce faisant, il a reformaté complètement la droite britannique. Et il est parvenu à dégager, y compris à gauche, y compris à Jérémy Corbyn, ce que Macron, d'une certaine façon, a fait avec des petits pas, ou en tout cas avec beaucoup moins d'audace en France, mais avec autant d'efficacité, au moins sur l'aile gauche. Et je pense que pour le logiciel de la droite française, l'affaire Johnson, elle doit être réfléchie longuement, parce que Boris Johnson, il a montré qu'en réalité, l'avenir des droites, c'est le libéralisme conservateur, ou le conservatisme libéral, ou le souverainisme. Ce que les États-Unis appellent, ce que les Américains appellent les Lipcon, c'est-à-dire une capacité à redonner, à casser massivement la dépense publique, ou en tout cas à déconstruire massivement les constructions élitaires des États, tout en défendant une ligne non progressiste sur un certain nombre de questions, ce que Nicolas Vidal appelle le souverainisme, qui à mon avis est un peu plus compliqué que ça, parce que en réalité, un Boris Johnson, s'il veut couper les ponts avec l'Europe, c'est aussi pour construire des alliances avec d'autres pays, les États-Unis, la Chine, le Japon, les pays asiatiques. Donc en réalité, ce qu'on appelle souverainisme, c'est surtout une conception différente des relations internationales. C'est certainement pas un repli sur soi tel qu'on l'entend parfois. Avec ce matin, Nicolas, il fait respecter la volonté démocratique du peuple. Oui, il a été effectivement élu avec une très grande majorité. Le 7e arrondissement de Paris a le droit de parler. Je pense que la différence, mais ils sont très sympas dans le 7e. La différence entre Boris Johnson et Wauquiez est gigantesque. Je crois qu'ils sont absolument incomparables. Il y a effectivement, Wauquiez est un snob qui voulait avoir l'air moins chic. Il n'était pas... Moi, je pense qu'il y a un côté populiste, mais dans le bon sens du terme. Boris Johnson, je dirais, il était vraiment ce qu'il disait. Il n'a trahi personne, alors que Wauquiez se trahissait lui-même. Donc voilà. Ensuite, est-ce que la droite devrait s'inspirer de ça? J'espère que non. Parce que franchement, ce que développe Boris Johnson me paraît très négatif. Alors évidemment, l'Angleterre, c'est particulier. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la joie de Trump. Ils vont se rapprocher de l'Angleterre, etc. Pourquoi pas trouver un autre équilibre? Je pense que c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire en France. Parce que j'aime pas le mot populiste, parce qu'il y a le peuple derrière et que le peuple, c'est beau et intéressant. Mais je ne crois pas que ce soit l'avenir de la droite de faire semblant d'être peuple. Est-ce que l'élection de Boris Johnson est-ce que ce sont bien les clivages de la gauche et de la droite, ou plutôt le clivage du Brexit contre non-Brexit, qui sont bien différents de ce qu'on peut connaître chez nous en France. Aujourd'hui, pour reprendre ce que dit Nicolas Vidal, la ligne de partage ne se fait pas entre la droite et la gauche. Je pense que l'un et l'autre se recoupent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en France, comme en Grande-Bretagne, un vrai débat entre élite mondialisée, pour reprendre les termes de Nicolas. Et je les assume. J'ai déjà perdu la bataille culturelle. Entre élite mondialisée et réaction locale, on va dire ça comme ça. Je pense qu'en France, ce clivage, il existe. Voilà. Et qu'en réalité, le problème qu'il y a en France, c'est pour la gauche, la difficulté de se construire en dehors des élites mondialisées. C'est ce qu'un Mélenchon n'arrive pas à faire. Et pour la droite, c'est la capacité à dégager des élites qui sont très hostiles à le peuple comme avenir du pays, et à y mettre à la place des figures emblématiques qui soient capables de dire: nous prenons, comme Boris Johnson, le flambeau populaire pour montrer la voie. C'est ça que nous avons. Marine Le Pen pour ça. Sauf que Marine Le Pen et le peuple, ça fait quand même deux choses différentes. Moi, je ne suis pas sûr que la comparaison entre la France et l'Angleterre soit très pertinente dans cette affaire.
Allez, on va changer de sujet, on va passer... Il y a Alexis qui voulait Ah oui, dire Alexis, quelque pardon. chose. Pauvre Non, Alexis. je voulais dire la même chose que toi. Je pense que le sujet principal de cette élection, c'était le Brexit, et que Boris Johnson était le défenseur du Brexit et d'aller au bout de la logique référendaire. Le Brexit est-il le symbole? Peu importe. Oui, c'est ça. Le résultat, c'est qu'en face de lui, il n'avait pas vraiment un candidat du Remain. Il avait un candidat, Jeremy Corbyn, qui n'était pas à l'aise sur ce sujet-là, qui a essayé de réinsuffler de la question sociale dans le débat. Et en fait, les électeurs lui ont dit, bah non, Jérémy, tu t'es trompé. Le sujet, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Il n'a pas pris position clairement. Il aurait pu dire, bah moi, si je gagne, je refais un autre référendum parce que je veux pas qu'on sorte. Ça aurait été au moins clair. C'était pas clair. Donc les gens ont dit, bah nous, ça fait 3 ans que ça dure. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous propose un chemin. On veut pas. Il y a rien d'autre en face en réalité. Il n'y a pas d'alternative. Donc on prend le chemin du Brexit et on va au bout de la logique. Allez, Contact, on il a va gagné. changer de sujet. On marque une... Attends, je vais refaire. On va marquer une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant. On va parler du Grenelle des violences faites aux femmes. On va parler de la liberté d'expression et puis évidemment d'environnement. Ça a été l'un des grands sujets de cette année. On va en parler tout de à la suite. fin en 2 minutes. Quand même. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, nous sommes le 23 décembre. On est ensemble jusqu'à midi avec Alexis Bachelet, ancien député PS, Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges, Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Je précise, Alexis Bachelet, que vous êtes également chef d'entreprise. Votre entreprise, c'est AB Consulting. Les violences faites aux femmes, Adèle Haenel, ce sont les sujets qui vous ont marqué cette année. Enfin, c'est un des sujets qui vous a marqué cette année, Virginie Leguet. Oui, et bien sûr, peut-être plus le témoignage d'Adèle Haenel que le Grenelle des violences faites aux femmes. J'ai trouvé que son intervention, que j'ai regardée de bout en bout, comme j'imagine plusieurs d'entre vous ici, et qui durait plus d'1 heure, était vraiment tout à fait saisissante. Il suffisait de voir son visage concentré, ses mains, sa façon de s'exprimer. Elle cherchait ses mots, elle cherchait le bon mot. Elle voulait être sûre d'avoir à dire tout ce qu'elle avait réfléchi avant et qu'elle voulait dire. Et j'ai trouvé qu'elle a fait d'une histoire personnelle, parce que je rappelle qu'elle parlait de ce qui s'était passé lorsqu'elle avait commencé à faire du cinéma et qu'elle avait entre 12 et 15 ans. Et elle a accusé nommément Christophe Rougia, qui était le cinéaste avec lequel elle a commencé sa carrière au cinéma, d'attouchement sexuel, alors qu'elle était une très très jeune fille. Et dans un premier temps, elle a dit qu'elle n'irait pas porter l'affaire devant la justice. Elle a finalement changé d'avis, et ce en quoi elle a bien fait, parce qu'elle montre aussi aux autres femmes qu'on peut le faire et qu'il faut le faire, parce que malgré tout, ça reste la seule solution si on veut sortir du silence et du rien. Et j'ai trouvé que son témoignage et le signal qu'elle a envoyé à toutes les femmes en France, où le sujet était resté finalement assez tabou depuis quelques semaines, oui, et était très intéressant et avait vraiment libéré quelque chose. Oui, alors Mais c'est... j'ai une question. Quand même. Éric Verhaeghe. Virginie, je vais lui donner l'occasion de ricaner, mais elle s'est adressée à toutes les femmes ou à tous les Français? Elle s'adressait à Parce tout que le quand monde. je vous écoute, j'ai l'impression que c'est une affaire de femmes qui parlent aux femmes. Mais elle s'adressait Ça aussi m'inquiète à un toutes peu. les femmes qui subissent des violences sexuelles et qui n'osent pas le dire, ou qui n'osent pas aller devant la justice, ou qui n'osent pas porter l'affaire devant les juges. Je rappelle que tous 80%... les hommes ne sont pas auteurs de violences C'est sexuelles. pas ce qu'elle a dit non plus. C'est pas du tout mon Non, mais propos, ça va et mieux en c'est le pas disant. non plus. Non, mais ça n'a jamais été mon propos. C'est pas du tout ce qu'elle a dit elle-même. Elle a dit qu'on était tous responsables de la société dans laquelle nous vivions, tous. Donc elle ne s'adresse pas qu'aux femmes. Mais c'était Non, pas ça du tout s'adresse ce à que tout j'ai le dit monde, non c'est pas ce plus. qu'elle a dit. J'ai Non, dit non. que c'était un signal d'encouragement pour les femmes qui n'osent pas, en général, aller porter plainte. Et je rappelle que 80% des plaintes sont classées sans suite aujourd'hui, et que quand il y a un procès, 9 sur 10 des violeurs, c'est entre classé guillemets, sans. ne sont pas condamnés. Donc j'ai trouvé que son témoignage et la façon dont elle s'est exprimée donnait du courage aux femmes. J'ai pas du tout dit qu'elle ne s'adressait qu'aux femmes, mais elle donnait du courage Ni aux que tous femmes les hommes pour aller étaient, dénoncer ce qui étaient leur arrivait. responsables, ouais. Bien sûr. 122 féminicides au jour d'aujourd'hui, comme on dit. 600 morts d'accidents du travail dont personne ne parle. Oui, je ne sais pas si c'est tout à fait On comparable. mettrait mais, autant d'énergie à empêcher les gens de mourir au travail, notamment les ouvriers sur des chantiers, qu'on met des femmes à mourir des agissements scandaleux de leur C'est mari. quand même pas le Ce même serait niveau. bien Non, aussi. c'est pas le même niveau. C'est pas le même Non, je niveau. suis C'est pas d'accord tout à fait la même qu'il chose. faut- Je pense C'est un qu'on cas, c'est parle- accidentel. On parle dans le cas, on parle c'est d'accident du délibéré. travail et on parle de meurtre. Je pense que Non, mais c'est vrai qu'il y a une Sophie. certaine
C'est vrai que la condition des femmes est terrible depuis des millénaires, que c'est horrible, que ça commence aujourd'hui vraiment à émerger. Il faudrait faire attention aussi à ce qu'on ne soit pas complètement focalisé, qu'on ne réduise pas les hommes à des violeurs en puissance. Et je trouve que, je ne parle pas de ce cas précis, où c'est vrai qu'il faut encourager les femmes à porter plainte, quoique j'ai été témoin de femmes dans une pharmacie, elles ne voulaient pas sa vie basculer. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis interpellée parce que je me sens impuissante en tant que femme, que spectateur, que participant à cette vie. C'est très, très compliqué. Bah, c'est ce que le Grenelle les Grenelles, oui, non, mais voilà, oui. C'était le but, c'était d'essayer de cas mettre est en place, différent, chaque situation de mettre en d'une place femme. des mesures pour essayer d'accompagner les femmes. Là, c'est Oui. les femmes victimes de violences conjugales. On parle La d'autre première des chose mesures, c'est de virer que- les mecs du domicile conjugal au lieu d'éloigner la Absolument. femme. Absolument. Mais elle a Elle est changé. prise, cette mesure. Ouais, elle est prise et elle a changé de. Elle est a prise changé et de point de vue. c'est une mesure que beaucoup Oui, mais est-ce qu'elle est réclamaient efficace? depuis des Oui, bien années. sûr. Il est trop Oui, elle tôt est pour dire efficace. parce qu'elles viennent juste d'être prises. Mais elle c'est- est efficace que Et quand ça a été elle testé permet à- surtout aux femmes de rester chez elles avec Oui, leurs enfants. absolument. Parce que ça a souvent, été elles ont des testé enfants. à Douai, Oui, absolument. en particulier, où quand on a écarté l'homme violent du domicile conjugal, il y avait entre 3 et 5% de récidive, ce qui est un résultat extrêmement intéressant. Donc c'est une mesure qui marche. Je sais que Marlène Schiappa y était opposée, elle a changé d'avis. Oui. C'est plutôt une très bonne chose. Alexis Bachelet. Oui, simplement, c'est peut-être aussi parce que en France, le sujet n'a pas été toujours pris suffisamment au sérieux par les pouvoirs publics et que les pouvoirs publics n'ont pas été suffisamment volontaristes, Ouais. que le sujet revient aussi sur le devant de la scène, parce que c'est vrai qu'il y a eu peut-être une forme de tolérance ou d'impunité par rapport à certaines choses. Non, en Espagne, par exemple, les gouvernements espagnols, depuis maintenant plusieurs décennies, ont pris des décisions très fortes, et je ne pense pas que l'Espagne soit plus riche, que l'État espagnol soit plus puissant que l'État français. Simplement, à un moment donné, la justice a pris des décisions très fortes. Elle a fait appliquer le droit systématiquement. Et je prends toujours un chiffre. Je prends toujours un chiffre qui est assez parlant, c'est que on a parlé effectivement de l'éloignement des conjoints violents. Il y a des décisions de justice à prendre. Toutes les règles existent. Hein, c'est notamment les ordonnances de protection qui permettent d'éloigner un conjoint violent ou de mettre à l'abri la conjointe quand il n'y a pas d'autres possibilités. Mais il y a 22 000 mesures de protection qui sont prises par an en Espagne. Il y en a 1500 en France. Oui. Mais nous, en France, en plus, c'est C'est le la temps même- du jugement. c'est la même- le temps le- du jugement. voilà. Donc, vous allez au commissariat, vous êtes battu par votre mari, le temps que ça aille devant le tribunal, c'est ça qui est monstrueux. Quand ça va devant le tribunal. Quand ça va dans Quand le ça va. tribunal. Et moi j'ai une question, Ouais. quid du Grenelle? C'est une question que je pose Faut que la vraiment. justice aussi, Benoît Thoman, parce que je pense toujours à Clémenceau, quand on veut enterrer un problème, créer une commission ou un Grenelle, ça va donner Bah, quoi, Non, il y a ce des Grenelle mesures qui ont Ouais, été ouais, prises. ouais, ouais, 40 mesures, mais est-ce que- Il y a réellement des mesures qui est-ce ont que été sur le prises. terrain, c'est- La question qu'ont posée tous les acteurs du Grenelle, c'est la faiblesse des moyens mis à la disposition de ces mesures. Donc ça Parce rejoint que ce que dit Alexis par rapport à Exactement, ça. parce que D'accord. je crois que le budget de cette année est sensiblement égal au budget de l'année dernière, qui était très faible et qui était dénoncé par tout le monde. Et là, il n'y a pas eu d'efforts conséquents. On Mais- aurait mais il y a eu raccourci une le prise de temps pour aller conscience. devant un tribunal, ça aurait été plus important que des moyens. Oui. Oui, Mais il y a puis eu des surtout- mesures. Après, il faut quand même des moyens aussi Oui. pour les associations. Surtout qu'après pour tout un chaque tas de dépôt de choses. plainte, Les moyens, il y a malgré tout, systématiquement permettent, une instruction et que les Non, sujets mais soient pris au je sérieux pense par la qu'en justice. effet, on a Éric Vérac. évité de poser la question de l'inertie policière. Oh là là. Et on sait Oui. qu'aujourd'hui, il y a un sujet, c'est que les commissariats, Merci. lorsqu'ils reçoivent un certain nombre de Oui. plaintes, notamment de femmes battues et souvent méchamment Mais- battues, et qui arrivent, y compris manifestement blessées, là, les policiers expliquent, oui, mais non, mais êtes-vous bien sûr que vous ne l'avez pas cherché, Oui. vous savez, on peut rien Mais faire. ça- mal. ça- Vous faites une main courante. Et ouais. ça, vous faites une main courante. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet de mobilisation, non pas de dégagement, d'ouverture de moyens nouveaux, Non. mais de mobilisation des moyens qui existent, et notamment de faire en sorte que lorsqu'une femme va déposer plainte, non seulement la plainte soit enregistrée, mais qu'en plus qu'elle soit suivie des faits. Instruite. Parce qu'aujourd'hui, il Mais y a c'est- un filtre là qui est très Oui, gênant. c'est ça. Et on n'en a parce pas que- beaucoup parlé ouais. de ça, de l'inertie policière et Bah, judiciaire. c'est pas, Alors, moi, je l'inertie parlerais pas policière, je pense qu'il y a eu d'inertie, moi. beaucoup d'efforts qui ont été faits. Je pense que dans les commissariats, pour avoir un proche qui est allé, les policiers sont débordés, que l'organisation Oui, qui est d'accord. faite, c'est-à-dire où ils sont 3 jours sur une enquête, 3 jours de permanence en bas pour prendre les plaintes, il n'y a pas moyen d'avancer et qu'ils ont été sensibilisés. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits. Après, effectivement, c'est le suivi juridique et puis la difficulté d'arriver parfois à prouver les choses. Et l'éloignement, donc oui, du Grenelle, bah, il y a eu des bonnes mesures, il y a eu des choses. Maintenant, il va falloir c'est commencer. mieux Espérons que que ça rien. se mette en place. Il va falloir attendre Qu'il y que ait des tout ça résultats. se mette en place. Mais c'est vrai qu'il y a
Adèle Haenel, ça a été un moment fort de cette année. On parle de Greta Thunberg. Vous voyez, c'est même pas la fin de l'émission. Vous allez avoir le temps d'en parler. 72% des Français se disent davantage intéressés aux enjeux écologiques et ils confient avoir modifié leur comportement dans ce sens. Il y a eu plusieurs marches pour le climat. Les Verts ont connu un score plutôt important aux élections européennes. Et c'est de Greta dont vous vouliez parler, Alexis ? Non, pas spécialement de Greta Thunberg. Chacun peut avoir une opinion sur sa personnalité, son rôle. Je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre. Moi, mon sujet, c'est pas tellement elle, c'est plutôt ce qu'elle incarne, ce qu'elle symbolise. Et ce qui est plus intéressant, c'est le mouvement d'opinion qui fait que dans pratiquement tous les pays, il y a eu des manifestations pour le climat cette année dans les grandes villes, en Australie, en Angleterre, en France, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. En tout cas, là où il y a des démocraties, là où les gens ont le droit de manifester librement, c'est la jeunesse, et donc Greta Thunberg incarne aussi la jeunesse, qui s'est saisie des enjeux climatiques et qui, en fait, à travers la multiplication de ces marches pacifiques, je mets de côté les groupuscules, Extinction, machin, il y a aussi des dérives, etc., de groupuscules écolos qui peuvent être, je dirais, mais ça ne représente pas la majorité des gens. La majorité de ces manifestations, qui ont atteint parfois des centaines de milliers de personnes, c'était beaucoup de jeunes, effectivement. Et le message principal, c'était de dire pensez à notre avenir. On est en train de dégrader notre planète. Il y a le réchauffement climatique qui, aujourd'hui, est scientifiquement reconnu, validé. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus que ce que font les gouvernements ou qu'essayent de faire les gouvernements ? Et quand on voit effectivement que les COP se succèdent et que de plus en plus l'intergouvernemental est en échec par rapport à la capacité de porter ces enjeux-là, je pense qu'on est au début d'un mouvement, et parce que quand la jeunesse s'empare d'un sujet, souvent ça fait tache d'huile dans la société et ça fait bouger. En tout cas, moi j'espère que ça permettra de faire bouger les choses. Moi j'aime beaucoup votre optimisme, Alexis, mais par contre, j'ai une question. Pourquoi, lorsqu'on a voté le volet arbitrage du CETA, en juillet dernier, devant l'Assemblée nationale, nous y étions pour voir, il y avait 60 agriculteurs, il n'y avait personne comme jeunes, ils se sont mobilisés pour la ratification de ce traité, parce que le CETA, on rappelle, c'est un traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui à un moment donné, est anti-écolo, c'est une antinomie de l'écologie. Donc là, quand il y a des moments extrêmement importants où on peut je crois justement... que les écologistes se sont mobilisés contre. En tout cas, devant il n'y avait personne, et je ne pense pas que les députés on leur a demandé leur avis, ou du moins pourquoi ils avaient voté la ratification. Ça me pose un problème dans l'engagement politique. Moi, j'entends les mouvements, mais je voudrais que les choses soient posées, les manifestations soient valables à un moment donné où on signe des traités qui nous engagent, sur des traités transatlantiques qui sont mortifères pour l'écologie. Voilà. Oui. Oui, non, Greta, mais en fait, moi, je pense que l'écologie, en réalité, il y en a deux. Il y a l'écologie de Greta Thunberg, qui est ce que j'appelle l'écologie superficielle. C'est-à-dire, on voudrait... C'est de la com. C'est de la com, et on voudrait préserver un modèle de développement et de production, mais en y mettant un peu moins de pollution. Capitalisme vert. Et en effet, je pense que beaucoup de jeunes, que vous dites, je ne sais pas qui c'est les jeunes, mais je pense qu'il y a dans une frange de la jeunesse qui adhère à ça assez spontanément. Parce qu'au fond, elle peut se dire... Quand on les regarde se comporter... Elle se dit, je peux continuer à utiliser mon iPhone sans problème, ça ne m'empêche pas d'être écolo. Oui. Et mais il y a une prise de conscience chez les plus jeunes, chez les enfants. Là, c'est très superficiel. Mais... Celle à laquelle nous n'échapperons pas, elle aura un impact sur les modes de vie. C'est-à-dire que l'ajustement écologique qui va être rendu nécessaire tôt ou tard, par la raréfaction des ressources, il obligera à moins consommer d'électricité, à moins produire d'énergie, etc. Et là, il y aura, en effet, pour ce que Alexis appelle les jeunes, des ajustements de mode de vie. Excuse-moi, Alexis, mais je vais te taquiner un peu, mais je pense que les écrans pour les gosses à 5 ans ou 6 ans, ce sera fini. Et moi, en effet, je pense que tout le monde n'a pas encore compris, dans ceux qui défendent l'écologie et la Greta Thunberg, qu'il va y avoir des révisions de mode de vie qui vont être déchirantes. Qu'au fond, les bons vieux Gaulois que nous sommes, et les bonnes vieilles traditions, parfois même du 7e arrondissement, voir les Gauloises, elles sont infiniment plus écolos que la génération qui arrive et qui est quand même adepte d'un mode de consommation très désordonné. Je voudrais dire à tout le monde va en parler.
parler, mais on doit marquer une petite pause. C'est comme ça. C'est bientôt Noël, mais tout le monde va réagir. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Nous passons l'année 2019 en revue, en tout cas les événements qui nous ont marqués, qui ont marqué les débatteurs qui sont là aujourd'hui. Le climat, Greta Thunberg, l'écologie, prise de conscience ou non des plus jeunes. Vous vouliez tous réagir avant le rappel des titres, avant la coupure pub. Virginie. Oui, moi je trouve que Greta Thunberg, elle a l'âge qu'elle a la conscience politique qui est la sienne. C'est une jeune fille qui est devenue un symbole, mais en même temps, elle a exprimé tout haut une forme de elle a renvoyé les générations, disons, qui s'étaient succédées au pouvoir avant elle, à leur propre responsabilité. C'est pendant 40 ans, personne n'a considéré que l'écologie était réellement un combat. On s'en servait au moment où il fallait s'en servir, au moment d'une élection, on ressortait 2 ou 3 petites mesures vertes pour immédiatement les remettre dans un tiroir. Et finalement, elle a renvoyé les générations aînées à leur inaction complète. Et moi, j'ai assez bien aimé le fait qu'effectivement, elle devienne un peu légère de la jeunesse. On peut se moquer, comme vous le faites, sur cette jeunesse qui consomme à mort. Je mets devant les contradictions. Non, moi, ce qui m'énerve chez elle, c'est ce côté fabriqué de la communication. Là encore, il y a quelques jours, l'histoire. C'est elle qui poste la photo dans le train. C'est elle qui poste la photo dans le train. Évidemment, il y a des réactions. Évidemment, elle raconte l'histoire en disant j'ai loupé le train, c'est pas l'histoire, etc. Mais qu'est-ce qu'elle a besoin de poster cette photo? Mais je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne dis pas qu'elle est elle-même sans reproche. Et d'ailleurs, elle s'est fait immédiatement reprendre de voler par la compagnie de train allemande qui lui a dit vous oubliez de souligner le très bon traitement que nous avons fait en première, parce que finalement, elle a voyagé en première. Donc, elle se fait prendre de revers. Mais à la limite, qu'elle soit imparfaite et qu'elle soit très... dit polémique comme ça. C'est pas imparfaite. Mais malgré tout... C'est pas une petite polémique, c'est un symbole. Malgré tout, je trouve qu'elle entraîne avec elle toute une génération qui, du coup, revient à la politique et que c'est pas si mal. Alors, je pense malheureusement exactement le contraire. Je pense qu'elle nuit complètement à la cause. Je pense qu'on a manipulé une enfant qui, d'évidence, n'est pas très équilibrée. Et c'est pas une critique. Cette enfant, on sent qu'elle est pas bien, qu'elle est d'ailleurs à cet âge-là, avec la pression qu'on lui met, c'est absolument honteux. C'est une maltraitance pratiquement. Je trouve que elle a des comportements. C'est pas elle qui est à critiquer vraiment. Qu'elle soit absolument obnubilée par cet enjeu, je le conçois. Je pense que c'est vraiment quelque chose de banal. Est-ce qu'elle n'a pas déclenché quelque chose? Oui, bien sûr qu'elle a déclenché quelque chose. Mettons, si vous voulez. Moi, je pense pas, mais je pense en tout cas qu'il faudrait, quand on parle des jeunes, séparer complètement. Il n'y a pas les jeunes, c'est pas une catégorie. Je pense, par exemple, que les jeunes citadins, eux sont beaucoup plus inconscients. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la façon dont le samedi soir ils se comportent dans les rues, etc., dont ils le consomment, etc. Pas du tout la même chose que le jeune qui vit à la campagne ou qui a des parents d'ailleurs agriculteurs ou qui est beaucoup plus proche et conscient de tout ça. Je pense que c'est pas les jeunes en général. Je ne pense pas, Sophie. Il faudrait sortir du 7e arrondissement. Mais justement, j'en sors beaucoup de propriétés à la campagne. Et aller à la campagne. Il y a beaucoup de drogue dans les campagnes. Il y a beaucoup d'alcoolisme dans les campagnes. Mais ça n'a pas de rapport. Je dis que les comportements citadins sont devenus très particuliers au niveau des comportements, des violences, etc. Et qui c'est pas du tout la même chose. Alors, 80% des gens habitent en ville, Sophie, maintenant. Il faut aussi sortir des... plus de 80% des gens habitent en ville, maintenant. Donc, il faut un petit peu sortir de l'opposition entre le monde agricole, la ruralité, la ville. Tout le monde habite en ville, même si c'est pas toujours des grandes villes. La question est de savoir est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui quand on voit l'échec de la dernière COP. Moi, ce qui me fascine, c'est, on fait une émission média juste avant, c'est de voir que les émissions sur l'environnement ne marche jamais à la télévision. Ça fait des scores absolument lamentables. Quelle que soit la forme, le fond... C'est de la com. Mais parce que les gens perçoivent que c'est de la com et que le sujet aujourd'hui, c'est plus tellement uniquement la com, c'est aussi le passage à l'acte et la prise de... Donc vous dites cette année 2019, il y a eu une prise de conscience... Je dis que quand il y a en accumulation des millions de personnes qui manifestent autour d'un sujet et dans des endroits, dans des territoires divers du monde, à l'heure de la mondialisation, ça fait sens, ça représente une prise de conscience. Après, il y a des contradictions, mais je voudrais quand même répondre à Éric Virac et aussi un peu à Sophie de Menton, que c'est pas tellement les jeunes qui manifestent qui ont créé le monde tel qu'il est. Et non. Donc on peut
leur dire oui, regardez ces jeunes, ils manifestent, mais ils ont tous un iPhone, ils sont tous habillés avec des vêtements fabriqués à l'autre bout du monde, etc., etc. Sauf que ce monde, ils en ont hérité. C'est pas eux qui l'ont construit. La surconsommation, elle n'est pas le fruit de la génération qui manifeste en 2019. L'hypercapitalisme, l'hyperconsumérisme, la publicité à tous les étages, c'est le monde que nous avons créé, nous, et en tout cas les générations qui sont en responsabilité. Et que ces jeunes-là, que certains jeunes à 16 ans pour Greta Thunberg, ce que je trouve tout à fait bien, parce que il y avait des jeunes à 16 ans qui étaient dans la résistance en 1940. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une prise de conscience à cet âge-là? Rentrer dans des logiques de dire trop jeune, trop vieux, ça n'a aucun sens. Ça pourrait même être encore plus jeune, mais je trouve ça extrêmement intéressant que les nouvelles générations portent un autre regard sur le monde qui les entoure, et que par millions, parce qu'ils se disent à un moment donné, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse à notre manière de consommer, de manger, etc., etc. Et peut-être que ça prépare effectivement la transition écologique. Qu'on culpabilise beaucoup les gens et que les gouvernements finalement font assez peu de choses. C'est exactement ça. L'écologie est tributaire des politiques, des politiques que nous menons. Mais c'est les politiques qui culpabilisent. Oui, d'accord. Mais c'est eux qui ont la clé en main. C'est eux qui vont draguer l'étiquette écolo. Oui, mais c'est eux qui mettent en place la mondialisation. La mondialisation est antinomique avec l'écologie, il faut être clair. Et peut-être que ces jeunes générations vont pousser un peu à la roue pour que des décisions soient un peu plus prises que jusqu'à maintenant. Si on leur laisse la place, oui, voilà, exactement. Éric carré sur le fait, et je vois moi partout fleurir ça dans les magasins, notamment parisiens, c'est que si on veut avoir des produits écolos, c'est-à-dire qui ne voyagent pas en avion, qui respectent le cycle des saisons, etc., la nourriture va coûter un peu plus cher et sera un peu moins abondante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il faut, une fois de plus, être totalement carré et ne pas faire de l'injonction paradoxale. Il faut dire clairement aux gens, y compris aux jeunes, que l'écologie profonde, ce sera plus d'argent pour la nourriture et moins d'argent dans les conneries, entre guillemets, et de la nourriture moins abondante. Voilà, on n'aura pas d'ananas n'importe quand dans l'année et on ne mangera pas des kiwis ou des avocats n'importe quand dans l'année. Voilà. Et vous pouvez déjà le faire aujourd'hui. Oui, mais le sujet, c'est que beaucoup de gens chacun peut s'astreindre à une discipline quotidienne aujourd'hui en choisissant les aliments en fonction des saisons. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que je constate que souvent, plus les gens parlent d'écologie, moins ils se disciplinent à titre personnel. On est d'accord. C'est tout à fait exact. Et que pour ne pas se discipliner à titre personnel, ils parlent d'autant plus d'écologie. Allez, on va parler de votre sujet, Sophie. Votre ressenti de cette année 2019, c'est une montée de la violence, une banalisation de l'agressivité et puis une forme de perte de la liberté d'expression. Oui, c'est vrai. Moi, on a abordé des sujets de fond tout à fait intéressants et je me suis un peu axée sur la forme. J'ai trouvé que cette année, d'ailleurs, quand on parlait des Gilets jaunes tout à l'heure, ces gilets jaunes qui étaient soutenus par la population, qui avaient une revendication tout à fait intéressante. Moi, en tant que chef d'entreprise, je trouvais que pas vivre de son salaire, c'est pas supportable, y compris pour les chefs d'entreprise. Et puis, tout a dégénéré. Et ça a dégénéré avec une violence que je trouve très inquiétante, avec une absence de maîtrise des forces de police, avec du coup une exacerbation de tout ça parce que les gens se sont divisés entre les pro-flics qui tapaient trop ou les pauvres gilets jaunes qui n'étaient pas des black blocs, etc. Donc c'est devenu un espèce de combat contre une forme d'autorité. Je trouve que c'est très grave d'avoir vu des agents de sécurité, de police, de pompiers, etc., agressés avec éventuellement en particulier ceux dont la voiture a flambé. Je trouve que les punitions, on ne commande pas soi-disant, je trouve quand même elles sont pas à la hauteur de ce crime contre la sécurité. J'ai senti pour la première fois une insécurité qui était à tous les coins de rue, qu'on pouvait palper le samedi en se promenant, etc. Donc ça, c'était dommage parce qu'il y avait quelque chose, on pouvait imaginer, pourquoi pas une vraie révolte contre ce pouvoir d'achat et contre ces impôts excessifs. Ça, j'ai trouvé ça navrant. Et alors, pour compenser ça, ou simultanément, on ne peut plus rien dire du tout qui ne soit accusé là d'être... pardon ? Avec violence. Avec énormément de violence. On vire dans les télés, on vire dans les radios, on interdit les articles, on n'a pas le droit d'utiliser certains mots. On est tous en train de réfléchir 2 minutes
ou un quart de seconde avant de citer un mot parce qu'on ne peut plus le dire. Et je pense que la violence sera d'autant plus forte qu'on ne pourra pas s'exprimer. Je veux dire que la façon de s'exprimer, de dire un truc qui choque tout le monde, et ben après tout, c'est un exutoire. Et que je suis très inquiète de cette... Nicolas Vidal, média franc-tireur, alors oui, mais vous avez raison, mais c'est vrai qu'il y a une chape de plomb idéologique sur pas mal de sujets qui sont tabous aujourd'hui, explosifs, on est traîné devant la vindicte populaire des réseaux sociaux selon ce qu'on exprime. Je suis assez d'accord sur la fin de l'analyse sur la violence. À partir du moment où on ne donne pas la parole aux gens, ils deviennent violents, dans la radicalisation. Ou on la donne trop, peut-être aussi, non? Alors oui, moi, je reste sur le mouvement des gilets. Effectivement, quand on ne donne pas la parole, ou du moins qu'on dit aux gens, grosso modo, ce que vous dites, on s'en fout totalement, et on va aller droit devant, et ce que vous racontez importe peu, et que le pouvoir est inflexible, et bien effectivement, au bout d'un moment, les gens deviennent hargneux, bien entendu, deviennent hargneux, et ça donne lieu à des violences forcément. Et je trouve qu'effectivement, ce que j'appelle souvent mettre le chapeau. Ouais, sous le chapeau, la cocotte minute, au bout de la cocotte minute, elle explose. Ouais. Voilà. Virginie, moi, je trouve qu'il faut relativiser les propos quand on dit que dans un pays comme le nôtre, la parole n'est pas libre. Allons de voir dans d'autres pays où réellement la parole ne l'est pas. Ce qui est vrai, c'est que... Mais il y a eu quand même, on n'a pas parlé, on en parlera peut-être demain, l'affaire Zemmour, c'est-à-dire cette... Oui, quand même. L'affaire Zemmour, plusieurs fois, a été sous le coup de la loi, c'est tout à fait autre chose. Mais quand vous avez aujourd'hui des associations qui vont devant solliciter les annonceurs pour leur demander de retirer leur publicité, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de violence qui est là aujourd'hui. Par des associations les plus actives, mais quand Éric Zemmour est sous le coup de la loi, il est sous le coup de la loi, il n'y a rien à dire. Il est d'ailleurs poursuivi régulièrement. Oui, mais là, c'est pas la question. Là, c'est pas la question. Qu'il tient, je peux comprendre qu'il suscite la colère d'un certain nombre de gens. Je peux mais lui interdire la parole, vous le comprenez? Il n'a pas la parole interdite, il s'exprime tous les jours. Oui, mais on a voulu lui interdire la parole. On a voulu. Non, mais peu importe qu'il y ait des pressions. Ce qui compte, c'est la réalité des choses. Il s'exprime tous les jours. Sauf qu'on a voulu lui interdire. C'est un exemple parmi d'autres. On ne l'a pas fait. Parce que la chaîne n'a pas cédé. La chaîne n'a pas cédé. Mesurons la situation telle qu'elle est. Mesurons la situation telle qu'elle est et pas la situation telle que certains la voudraient. Globalement, il y a une montée quand même de cette agressivité, de cette violence, de cette intolérance. Il y a une montée de l'intolérance, mais il n'y a pas une montée de l'interdiction à chacun de dire les choses qu'il a envie de dire. Après que les propos soient réellement très vite critiqués sur les réseaux sociaux, c'est parfaitement vrai. Mais chacun est libre de dire ce qu'il a à dire dans un pays comme le nôtre. Mais vous avez le sentiment qu'il y a une montée. Moi, je pense qu'il y a une extrémisation du débat public. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ça il y a quelques années. C'est lié aussi à la multiplication des médias, à la multiplication aux réseaux sociaux qui amplifient et qui fait que plus on a créé de médias, plus on a créé d'espaces d'expression. Et au bout d'un moment, on a donné la parole à des gens qui sont dans des associations, dans des groupuscules, qui sont des personnalités, qui font commerce, parce que je pense qu'Éric Zemmour fait commerce, de positions extrêmes, qui vont heurter un certain nombre de personnes, mais qui vont lui permettre de vendre des livres, qui vont lui permettre de faire des émissions de télé, de radio, et d'en faire son fonds de commerce. Voilà. D'autres sont sur d'autres fonds de commerce, extrêmes, idéologiques. C'était peut-être pas un bon exemple. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une logique de censure. Parce que tous les gens... La semaine dernière, vous avez la semaine dernière l'émission Quotidien qui a fait un petit reportage sur... C'est quand même un scandale d'employer l'expression prise d'otage quand on parle de grève. Il y a un sens figuré dans la langue française. On fait un sujet là-dessus. Vous avez le maire de Versailles qui s'indigne parce qu'il y a une publicité qui dit ici c'est pas Versailles et qu'il estime que sa ville est stigmatisée. C'est dans ce sens-là où il y a quand même un truc où on marche sur la tête. On fait de la polémique pour tout et rien. Oui, maintenant. voilà. Non, mais la polémique, c'est le monde. La réalité des choses. C'est le monde tel qu'il va aujourd'hui. Avec cette extrémisation et effectivement, ce qui est plus préoccupant, je trouve, c'est que l'extrémisation du débat public, elle déteint sur les comportements individuels. Ou inversement, mais peu importe. Mais la résultante, c'est qu'au moment où on est comme ça, dans ce moment où on a des prises de position radicales qui s'expriment de part et d'autre et parfois qui prennent en otage la globalité du temps, parce que la majorité des gens ne se reconnaissent pas ni dans Éric Zemmour, ni dans les pseudo-indigénistes ou je sais pas quoi. Donc on a des pôles comme ça qui s'expriment, qui prennent en otage le débat public, là pour le coup on peut le dire, le mot prise d'otage, et dans lesquels les gens se reconnaissent pas forcément, mais ça fait des niches, quoi. Ça fait des niches d'audience, ça fait des niches littéraires. Et à l'arrivée, on a aussi dans la société des gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux individuellement de manière ultra
ultra violentes. Vous avez qu'à aller voir ce qui se passe sur Twitter, c'est quand même incroyable. Je suis d'accord, c'est très nouveau cette année. Que tous les extrémistes, d'autant plus violentes qu'elles sont anonymes. Et parfois, ça déteint aussi sur les black blocs, c'est-à-dire sur des groupuscules qui deviennent pas seulement violents sur les réseaux sociaux, mais violents dans les manifestations. Je pense qu'ils étaient, ça n'a pas d'étention, je pense qu'ils étaient déjà violents à la base. On n'a pas entendu Éric Verhaeghe sur la liberté d'expression. En France, quand même, une vieille culture de violence politique qui revient régulièrement. Et je pense qu'il faut qu'on admette que depuis mai 68, il n'y a pas vraiment eu d'épisodes violents ou de violence politique en France. Mais il faut se préparer à l'épisode qui arrive. Et on sent bien dans l'opinion, moi qui vais de temps en temps sur Twitter, je vois bien qu'il y a en effet une cristallisation de l'opinion et une espèce d'antagonisme. Sur le 7e arrondissement, je suis sûr. Alors, en réalité, c'est ceux qui sont du côté du pouvoir et ceux qui contestent le pouvoir. Voilà. Mais avec une double radicalisation. Il y a cette antagonisation qui monte, qui est de plus en plus violente et qui, en effet, je pense, tôt ou tard, aura une traduction politique désagréable pour nous tous. Ça, j'en suis convaincu. Je voulais juste un exemple, sans parler d'Éric Zemmour. Je voulais parler du traitement médiatique des Gilets jaunes. Pendant 6 mois, nous avons vu des Gilets jaunes sur des plateaux télé, de grandes chaînes d'information. Ces pauvres gens se sont fait massacrer. Massacrer. On leur a donné... Le problème, c'est le temps d'antenne. Ici, ils étaient bienvenus, c'était dans tous les couloirs. Je parle de chaîne télé, là. Je parle de chaîne télé, mais je dis simplement qu'on a reçu des gens sur des on a reçu des gens sur des plateaux télé et on les a mis face à des contradictions, on les a mis face à des chroniqueurs qui étaient extrêmement agressifs avec eux. Donc, on m'a souvent... Moi, je me souviens, pardonnez-moi, mais moi, je me souviens quand vous dites les pauvres... C'est sur la liberté d'expression. Et c'est ce qui creuse l'antagonisme. Quand vous dites les pauvres gilets jaunes, moi je me souviens d'avoir été dans des débats avec des gilets jaunes qui étaient extrêmement formés à la chose politique, qui eux-mêmes d'ailleurs avaient un passé politique, qui avaient adhéré à des opinions politiques très contestables. Mais si, écoutez, moi je vous dis... Sur les chaînes où vous officiez, on a eu pas mal de gilets jaunes que je connais pas mal. J'ai re-regardé les débats. C'était pas, pour moi, c'était pas des chaînes, c'était pas des émissions. Mais en quoi on est sur de la liberté d'expression ou sur de la violence? Je dis simplement qu'on a jeté le discrédit sur eux, sur leurs revendications. Mais c'est pas le même sujet. Alors, je suis pas d'accord, on a eu la sensation, au contraire, moi je trouve qu'ils ont été très mis en valeur, on les a invités, il fallait absolument avoir... Sur le temps de parole, Sophie, sur le temps de parole. Oui, il fallait absolument avoir un gilet jaune, si possible qu'il soit fait casser la figure pour casser du flic. Moi j'ai vu quand même... Moi j'ai vu des traitements très différents. Pas au début, après. Bon. Mais tout au début. Pour 2020, vous faites des vœux pour 2020, des prévisions. On a eu Elisabeth Tessier qui a... Il faut reconstruire le pays. Il faut reconstruire le pays. Oui, d'accord. On tombe. Je pense qu'il faut sortir du cycle dépressif et il faut prendre des mesures fortes pour reconstruire ce pays. Des petits référendums, pourquoi pas? Des référendums. Vous êtes pour le référendum, Alexis? Moi, j'ai un dada, c'est la responsabilité individuelle. Parce que je pense que rien ne pourra se faire. Il faut reconstruire le pays, pardon, on est tous d'accord. Mais c'est toujours les autres. C'est toujours on dénonce pas la femme battue d'à côté, on jette ses poubelles n'importe où, on fait une exception pour Noël, il y a que du plastique. Enfin, je veux dire, moi, je pense que il y aurait vraiment un examen de conscience, mais sérieusement, enfin, chacun se dit, bon, allez, qu'est-ce que je pourrais faire quand même un peu mieux? Bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, Virginie? Moi, je suis préoccupée en tant que journaliste par l'incroyable défiance qu'il y a entre les populations, que ce soit en France ou ailleurs, et ceux qui gouvernent. C'est un vrai problème parce qu'on entend de plus en plus, et on l'entendait ces dernières semaines, on entend de plus en plus dans des débats dire « Ah, mais vous le dites, mais moi je vous crois pas. Ah, mais je ne suis pas obligée de vous croire. » Et c'est pas parce que vous le dites que c'est vrai. Comme si finalement la parole politique était forcément susceptible d'être une parole menteuse. Je crois qu'il faudrait revenir à un petit peu plus de sagesse. Je ne dis pas que les hommes politiques ont toujours tenu leurs engagements, loin de là, et je ne dis pas qu'ils sont pas responsables de la situation. Mais malgré tout, les accuser de tous les maux, je rappellerai une dernière chose, c'est que tous ceux qui aujourd'hui sont dans la classe politique ont été élus, donc les Français sont responsables de ceux qu'ils ont élus aussi, donc il faut qu'ils se sentent plus solidaires. Alors certains vous diront qu'il n'a été élu qu'avec 19%. Non, mais je ne parle même pas forcément que d'Emmanuel Macron. Je peux parler des députés, je peux parler de tous ceux qui sont portés par le suffrage, ils sont élus, ils sont choisis. Et les maires en particulier qui se font agresser. Et l'année prochaine, il y a des élections municipales. Absolument. Ce sera un temps fort démocratique de la vie de notre pays. D'autant que les maires sont ceux des élus qui justement sont les plus aimés des Français. Oui. Merci à tous les 5. Passez un très bon Noël. Nous, on sera là demain et on sera là sur Sud Radio pour vous accompagner pendant ces fêtes de Noël. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.